Chaque année, l'Union européenne verse une centaine de milliards d'euros de fonds publics aux pays en développement pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie. Mais cette contribution est de plus en plus controversée. Quel est le droit de regard des bénéficiaires? Cette aide crée-t-elle de nouvelles dépendances? La coopération au développement occidental ferait-elle plus de mal que de bien? La coopération au développement est un enfant du colonialisme. De nouveaux acteurs entrent également en scène, à commencer par la Chine. Ce ne sont plus l'Europe et les États-Unis qui dominent le système international. À quel point les intérêts des pays donateurs influencent-ils les objectifs de l'aide au développement? Qui aide qui dans cette affaire? Je m'appelle Berthold Meyer, je suis professeur de psychologie et je m'intéresse à tous les sujets qui préoccupent actuellement la science et la société. Le musée du pont aérien de Fassberg raconte l'époque où une Europe en ruine est devenue le théâtre du plus grand projet de développement à ce jour, le plan Marshall. Ce programme d'aide colossale a permis de reconstruire l'Europe et de créer un rempart contre le communisme, marquant ainsi le cours de la guerre froide. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France figurent parmi les principaux pays donateurs. Leurs propres intérêts économiques et géopolitiques sont-ils une fois de plus au premier plan, comme à l'époque du plan Marshall? Je m'apprête à recevoir deux chercheurs qui défendent deux points de vue opposés. Deux chaises, deux invités, mais pas en même temps. Je vais les interroger séparément pour me forger ma propre opinion. Monsieur Faust, tout d'abord, c'est un plaisir de vous recevoir. Notre vision actuelle du développement et de la coopération est-elle largement calquée sur le plan Marshall? Oui, ça a été l'impulsion initiale, le début de la coopération au développement moderne. Mais je ne dirais pas que c'est un modèle pour la coopération actuelle. Le professeur Jörg Faust dirige l'Institut DEVAL qui évalue les projets de coopération au développement, notamment pour l'Allemagne. Pour lui, la coopération au développement des pays occidentaux a un impact positif sur la prospérité, l'éducation et la démocratie dans de nombreux pays. Quand d'un côté, je regarde les sommes dépensées par l'Union européenne pour la coopération au développement dans les pays africains ces 10 ou 20 dernières années, et que de l'autre, je vois ce qui se passe là-bas, je n'ai pas forcément l'impression que ça marche si bien que ça. Dans l'absolu, le nombre de projets de coopération au développement clôturés est considérable. Et on constate que cette coopération a un effet positif sur l'enseignement élémentaire, la santé, mais aussi sur la démocratie, par exemple. Mais l'Occident n'a pas toujours été un bienfaiteur. Les origines de la coopération au développement remontent à l'époque coloniale. Sur fond d'exploitation brutale, les Européens apportent alors dans les colonies le chemin de fer, les routes et les ports. Mais la donne change au XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Europe qui doit être reconstruite grâce à des sommes colossales fournies par les États-Unis. Un geste qui n'est pas de la simple solidarité. C'est avant tout un rempart contre le communisme. Le plan Marshall est considéré comme le prototype de la coopération au développement moderne. Au cours des années 1950 et 1960, l'ère coloniale prend fin. Les pays occidentaux financent désormais de vastes projets d'infrastructures dans les jeunes nations afin de stimuler l'économie, mais aussi d'y assurer une influence politique. Car d'autres sont prêts à aider. Dans les années 1970, l'aide indirecte est abandonnée au profit d'une aide directe qui répond aux besoins fondamentaux des populations, comme l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'éducation. Dans les années 1980, on croit de plus en plus à la force du marché. Il faut aider les pays en développement à s'ouvrir au commerce mondial et à la privatisation. Depuis le milieu des années 1990, des sujets comme la protection du climat et l'égalité des sexes occupent le devant de la scène. Avec les attentats du World Trade Center, ce sont les questions de sécurité qui repassent au premier plan. Chaque décennie apporte donc son lot de nouveaux intérêts pour les pays donateurs. D'ailleurs, pour certains, il n'a jamais été question d'autre chose que de leurs intérêts.
Contrairement à ce que son nom suggère, la coopération au développement n'a pas tant servi au développement des populations qu'à faire valoir les intérêts géostratégiques et géopolitiques des donateurs. Boniface Mabanza Bambou est responsable de la politique commerciale de l'association Werkstatt Ökonomie. Il défend la thèse selon laquelle la coopération au développement est empreinte de néocolonialisme et représente une goutte d'eau dans l'océan au vu de l'injustice des structures du commerce mondial. Quel est l'intérêt pour un pays de mener un programme de lutte contre la pauvreté si, à cause des structures commerciales injustes, il perd beaucoup plus que ce qu'il gagne grâce à la coopération au développement? Je comprends. En d'autres termes, on peut dire que ça ne sert à rien de construire des puits sur place ou de tenter d'assurer une meilleure éducation avec de meilleures écoles. Ça revient à soigner les symptômes. On éteint les flammes. On éteint les flammes, alors que ce qui importe, c'est la météo. Ça veut dire que le cadre général ne permet pas une transformation structurelle dans le pays. Une transformation qui permettrait que les matières premières qui y sont produites y soient transformées et que l'argent qui y est généré y reste. Si le cadre général ne crée pas une telle situation, même un projet réussi, comme la construction d'un puits ici, d'une école là, d'un dispensaire un peu plus loin, tout ça ne permet pas de modifier la situation globale. La coopération au développement entre l'Union européenne et l'Afrique est-elle une conséquence historique du colonialisme ? Le ministère allemand de la coopération économique et du développement a été créé en 1961. C'est à cette époque que la plupart des pays africains sont devenus indépendants. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les cercles stratégiques des anciennes puissances coloniales, il était déjà convenu que la coopération au développement permette d'aménager un accès aux matières premières pour leur industrie. Ou bien d'assurer des débouchés pour les machines issues de leur industrie. Je pense que c'est exagéré. Les relations entre l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et le Japon d'une part, et les pays en développement de l'autre, sont de plus en plus variées. On constate effectivement qu'il y a des continuités coloniales. Mais on observe aussi des changements dans ce domaine. Prenons par exemple l'Agence de coopération internationale allemande. On ne peut pas dire que des experts allemands sont envoyés sur place pour expliquer comment tout fonctionne. Dans les pays bénéficiaires, on trouve énormément d'experts locaux hautement qualifiés. Ce qui est paradoxal, c'est que ce débat sur la continuité coloniale a lieu alors que la marge de manœuvre de ces pays est devenue plus grande en raison des changements dans le système international. Et ce n'est plus l'Occident, l'Europe ou les États-Unis qui dominent ce système. Car depuis plusieurs années, de nouveaux acteurs sont entrés en scène, et notamment la Chine, avec sa nouvelle route de la soie. Un vaste projet de développement visant à aménager des voies commerciales de l'Asie à l'Europe en passant par l'Afrique. Les énormes crédits sont souvent remboursés directement avec des matières premières bon marché, et la Chine peut exercer une influence politique. Tandis que l'aide occidentale est souvent soumise à certaines conditions en matière de démocratie et de droits de l'homme, la Chine se montre moins exigeante et soutient même activement certains régimes autoritaires. La coopération internationale au développement est-elle redevenue une compétition entre systèmes politiques ? Est-ce que les structures démocratiques améliorent le développement des pays dits bénéficiaires ?
La hausse de l'indice de démocratie s'accompagne d'un retour sur investissement social. Le retour sur investissement social, c'est la somme des effets économiques et sociaux positifs générés par les investissements dans la santé, l'éducation et la sécurité sociale pour les individus. Ça s'explique simplement par le fait que les gouvernements démocratiques dépendent d'une frange plus large de la population. À l'inverse des pays autocratiques, où les gouvernements dépendent généralement de petits groupes comme l'armée, la police secrète et quelques oligarques. J'aimerais poser une question sensible. Imaginons un pays africain gouverné par un régime plutôt totalitaire. Dans l'intérêt de ce pays, peut-être même indépendamment du gouvernement, il faudrait y créer des structures démocratiques et participatives. Est-ce que ça, c'est déjà du colonialisme ? Ce n'est pas comme si les pays occidentaux agissaient toujours dans l'intérêt des droits de l'homme, de la démocratie et de la tolérance. Ce qu'on reproche aux Occidentaux, c'est leur manque de crédibilité. Pourquoi agit-on d'une certaine façon avec l'Égypte et d'une autre avec le Zimbabwe? Quelle est la règle? J'en viens maintenant à la question de la Chine, de la Russie et de l'Inde. Personne ne part du principe qu'elles sont présentes en Afrique pour distribuer des biscuits de Noël. Tous ces pays ont identifié l'Afrique comme un acteur important. La population augmente, le continent dispose de ressources minérales, énergétiques et agricoles. Tout le monde veut quelque chose de l'Afrique. Ça veut dire que dans la phase actuelle, les pays africains ont plus de chances de devenir à leur tour des acteurs. Ce début de course aux ressources africaines entre les différents acteurs géopolitiques, c'est le néolibéralisme dans toute sa splendeur. Et c'est vers ça que tend le marché aujourd'hui, non? La demande est là, désormais, et c'est comme ça que le marché fonctionne. On peut en effet parler de course. Dès que la Chine a commencé à construire sa nouvelle route de la soie, l'UE a réagi avec la stratégie Global Gateway. L'initiative Global Gateway est un programme de l'Union européenne qui finance des projets d'infrastructures dans le monde entier comme une alternative à la nouvelle route de la soie de la Chine, en véhiculant des valeurs telles que la transparence et la protection de l'environnement. Dans la mesure où les pays du Sud voient leur marge de manœuvre s'agrandir parce qu'ils peuvent aussi compter sur l'aide de la Chine, ça a des répercussions sur l'organisation de la coopération au développement. Vous êtes membre du comité d'évaluation de l'OCDE. Vous en êtes même le président. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Nous essayons de définir des normes et des critères d'évaluation communs. L'évaluation est un élément essentiel de la coopération au développement depuis 3 ou 4 décennies déjà. Elle est également ancrée au niveau international et elle doit répondre à certains critères. Nous ne pouvons évaluer que ce que nous pouvons concevoir. Nous voulons mesurer ce qui est pertinent pour nous, ce qui est économique, ce qui est durable, ce qui est efficient, ce qui est efficace. Voilà ce qui est important pour nous. Mais il arrive que tout ça se fasse sans tenir compte des besoins des gens sur place. Ne vaudrait-il pas mieux partir du principe que les habitants des pays bénéficiaires savent ce qui est important, dans quelle direction le développement doit aller, et aussi comment l'évaluer à la fin? Nous essayons de mener des évaluations avec nos partenaires pour réduire cette focalisation sur les donateurs. Quelle forme peut prendre une évaluation qui tient compte à la fois des critères des pays donateurs et des besoins des personnes concernées? La base de toute évaluation, c'est avant tout les données.
Or, pour de nombreux petits programmes de développement, se procurer ces données est déjà un défi. Sebastian Leidisch vit à Berlin. Il est informaticien et a fondé une start-up. Grâce à son logiciel, il est possible de mesurer quotidiennement l'impact des projets de développement sans accumuler de paperasse. Il n'y a pas que les grandes organisations mondiales qui devraient disposer d'un soutien logiciel utile. Il y a aussi et surtout les projets locaux qui font un super travail, mais qui n'ont souvent pas les moyens de se professionnaliser. L'entreprise de Sebastian est située dans l'espace de coworking berlinois Impact Hub, qui soutient les startups qui développent des solutions d'avenir dans le secteur social. La collecte de données sur le terrain représente un énorme défi. Elle peut très facilement être falsifiée, tout en étant extrêmement complexe pour ceux qui la réalisent. Ce changement, qui est déjà la norme dans d'autres domaines comme la messagerie, les téléphones portables et les services bancaires en ligne, n'a pas encore eu lieu dans la coopération au développement. Mais bien souvent, la documentation approfondie du succès est aussi une question d'argent. Ça fonctionne souvent de la manière suivante. Des donateurs européens nous disent qu'ils ont besoin de tels chiffres, de tels documents et de tels rapports pour prouver que ça marche. Sébastien se rend à Ahora, dans l'est de l'Inde. L'association allemande Elgo a été l'une des premières structures à utiliser son logiciel. Depuis des années, Sébastien se mobilise en personne pour cette petite organisation caritative qui permet à 150 enfants issus des milieux les plus pauvres de recevoir une éducation gratuite. Des travailleurs sociaux rendent également visite aux familles, les conseillent et leur fournissent le nécessaire. L'occasion pour Sébastien de continuer à développer son logiciel. Même la fonction qui permet d'avoir accès aux anniversaires des enfants est très intéressante. Vous savez comment cette fonctionnalité a été ajoutée ? On était assis ici et on a vu la liste des anniversaires imprimée sur une feuille. On s'est dit comment on fait ? On passe en revue les infos sur les enfants et ensuite on crée cette liste ? Autant l'intégrer au logiciel. Depuis, une organisation sur deux choisit cette fonctionnalité. C'est très facile d'enregistrer les absences ou d'accéder au dernier rapport sur chaque enfant. Tout ça à partir d'un seul appareil. Les données du logiciel facilitent le travail quotidien des collaborateurs sur place, tout en fournissant les statistiques nécessaires aux donateurs en Allemagne. C'est logique quelque part. Ils versent de grosses sommes et aimeraient savoir ce que ça a apporté. Peut-être aussi pour déterminer comment les fonds pourraient être mieux déployés à l'avenir, de manière plus ciblée. On utilise les sources de données disponibles, mais il arrive aussi qu'on collecte des données soi-même. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les essais contrôlés randomisés. Les OCR font l'objet d'une discussion depuis 15 ou 20 ans. À l'origine, on demandait davantage d'études de ce type dans le cadre de l'évaluation ou de la recherche d'accompagnement de la coopération au développement. Parce qu'elles pouvaient fournir des informations assez précises sur l'effet des mesures. Les ECR, essais contrôlés randomisés, sont des études dans lesquelles on teste des mesures de développement sur des groupes de contrôle dans le but d'évaluer leur effet. Exemple controversé, en 2001, une étude a été menée au Kenya pour déterminer si vermifuger les écoliers les aidait à mieux travailler en classe. Un groupe test a reçu le traitement, l'autre non. Un essai transformé. Les vermifuges sont effectivement un moyen d'améliorer les résultats scolaires à moindre coût. Mais peut-on étudier des personnes en détresse comme on le ferait en laboratoire ? Autre critique, les résultats ne sont pas transposables à d'autres pays ou contextes. Et d'ailleurs, qui devrait définir le succès ou l'échec d'une action ? Le donateur ou le bénéficiaire ? Ces méthodes me rappellent l'essence même du colonialisme. Il s'agit de réduire les gens à des objets pour générer de la plausibilité. À l'époque, ça servait à justifier le colonialisme et les schémas coloniaux. Ici, on produit des connaissances pour légitimer la coopération au développement.
Elle doit se justifier, prouver qu'elle fait bouger les choses, qu'elle est nécessaire, qu'elle est importante. D'un point de vue purement technique, les ECR sont un excellent outil pour déterminer le résultat ou la contribution d'un projet. En tout état de cause, il convient de procéder à un examen éthique avant de réaliser un ECR. C'est désormais la norme dans la coopération au développement. Je peux comprendre que les habitants du Sud, compte tenu du passé qui est le leur, aient un problème aussi fondamental et que ce problème ne puisse pas être résolu par l'examen préalable d'une commission d'éthique basée dans une université allemande. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que ces connaissances sont générées par des institutions qui sont elles-mêmes alimentées par la coopération au développement. C'est comme ça que le système se perpétue et qu'on ne parvient pas à la réorganisation dont on aurait besoin, à savoir que les décisions soient prises sur place, que les initiatives soient portées par les gens sur place, qu'elles soient évaluées et réajustées par les gens sur place. Pour moi, c'est un argument fallacieux. Les instituts de recherche d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie sont de plus en plus demandeurs de ce type d'évaluation et d'accompagnement. On observe en outre la présence d'une expertise locale toujours plus importante. C'est l'idée centrale du logiciel de Sébastien. Les données destinées à l'évaluation ne sont pas générées en quelques jours par des experts basés à l'étranger, mais de manière permanente par ceux qui se trouvent sur place. On est en train de mener une enquête annuelle sur la situation des familles qu'on a ajoutées dans le logiciel. C'est la première fois qu'on la gère de façon numérique. On va donc pouvoir en tirer assez facilement des données statistiques. Cette collecte permanente offre une vue fidèle et détaillée des effets obtenus, sans pour autant perdre de vue le véritable travail. J'ai collaboré avec de grandes organisations et j'ai pu constater qu'il manquait un vrai travail de terrain. Il s'agissait à 90% de données, des mesures de performance, des graphiques, des diagrammes, mais sur le terrain, c'était totalement différent. De nombreuses grandes organisations caritatives maîtrisent les chiffres, mais bien souvent, les plus petites structures ne peuvent pas se permettre d'être noyées sous la paperasse, même si leur travail a un impact important. Notre approche consiste à remettre les choses à plat et à dire « donnez aux travailleurs sociaux un outil efficace de gestion de projet qui les aide à améliorer leur activité ». Le monitorage devient en quelque sorte un sous-produit de ce bon travail. Plus de 50 projets aux 4 coins du monde utilisent aujourd'hui ce logiciel. Il y a des petites structures locales comme en Inde ou ailleurs dans le monde, mais aussi de grandes organisations internationales. Il y a même un projet avec l'Agence de coopération internationale allemande. Moins de bureaucratie, plus de transparence. Est-ce à ça que ressemble la coopération au développement nouvelle génération ? La coopération au développement des 50 dernières années a fait plus de mal que de bien aux pays les moins avancés actuellement. Oui. Pour les 25 dernières années, je répondrai non. Il ne doit pas y avoir de coopération au développement avec des régimes dont il est prouvé qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Non. Je ne dirais pas ça de manière aussi tranchée. L'aide financière, sans contrôle strict des pays donateurs, augmente le risque de corruption dans les pays en développement. C'est surtout vrai dans les États mal gouvernés. Non. Les riches pays du Nord doivent une aide aux pays plus pauvres du Sud global. Une réparation.
Moralement, oui. Juridiquement, non. Méthode d'évaluation, conflit d'intérêts, c'est une compétition entre les systèmes, le tout sur fond de passé colonial. Le sujet de la coopération au développement est décidément loin d'être simple. Ma conclusion après les discussions d'aujourd'hui, c'est qu'en soi, la coopération au développement n'est pas du colonialisme, mais elle exige une reconnaissance de l'histoire coloniale et un travail de mémoire sur le sujet, ainsi que de bonnes relations entre les riches pays du Nord et le Sud global, les anciennes colonies. On ne peut pas lutter contre la pauvreté sur place si la politique commerciale l'entretient par l'extraction de matières premières. Une bonne coopération au développement signifie aussi que l'évaluation des objectifs repose sur les gens qui se trouvent sur place et qui détiennent l'expertise locale. La promotion de la démocratie et des droits de l'homme, ce n'est pas du colonialisme. Aspirer à plus de démocratie et de droits de l'homme, ça a toujours existé, et pas seulement en Europe.